Si vous continuez à me parler comme ça, je vous ferai interdire. C'est cette phrase, prononcée d'une voix froide et parfaitement calme par ma belle-fille, qui a mis fin à 50 ans de patience. Elle se tenait là, dans ma cuisine, appuyée contre la porte du réfrigérateur qu'elle venait de refermer sans bruit. Ses yeux étaient deux miroirs polis, aucune émotion, aucun trouble. Derrière elle, la lumière du matin faisait briller la table où j'avais préparé le café pour 3 pour elle, pour mon fils Thomas, pour moi, mais Thomas n'était pas descendu. Comme toujours, il la laissait parler à sa place. Je me souviens du silence qui a suivi. Je ne bougeais plus. Le sucre fondait lentement dans ma tasse. Une bulle d'air éclatait, et dehors, la pluie commençait à tomber sur les volets. Tout était d'une banalité insoutenable sauf cette phrase. Je vous ferai interdire. Elle n'avait pas crié. Elle n'en avait pas besoin. C'est ce calme-là, cette maîtrise glacée, qui m'a fait trembler jusqu'aux os. Depuis des semaines, elle parlait de protéger mes intérêts, de m'aider dans mes papiers. Mais ce matin-là, dans son ton, j'ai entendu autre chose, le mépris administratif, ce ton particulier qu'ont ceux qui croient qu'ils peuvent réduire une existence à un dossier. J'ai compris, à ce moment précis, qu'elle avait déjà réfléchi, consulté, préparé. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle a souri, un sourire sans chaleur. « Ce n'est pas une menace, Madeleine, simplement une mesure de prudence. Tu fais beaucoup d'erreurs ces temps-ci. On ne voudrait pas que la banque ou le notaire s'en inquiètent. » J'ai posé ma tasse. Des erreurs? Oui. Des factures oubliées, des courriers égarés. Thomas me l'a dit. Tu n'es plus aussi organisé. Je me suis appuyée contre le plan de travail pour ne pas chanceler. Thomas, mon fils, mon propre fils, c'est lui qui, quelques mois plus tôt, m'avait demandé d'emménager chez eux pour être plus proche, après ma chute dans l'escalier. Je m'étais sentie touchée, reconnaissante. J'avais quitté ma maison du Puy-en-Velay, vendu les vieux meubles, apporté seulement le nécessaire, mon fauteuil, ma vaisselle, mes livres, mon carnet rouge. J'étais entrée chez eux avec la confiance naïve d'une mère qui pense qu'on l'accueille, alors qu'en réalité, on la place. Et voilà qu'un matin, dans cette cuisine qui ne sentait pas la mienne, je devenais un problème administratif, une vieille femme qu'on protège. J'ai entendu un craquement au fond de ma poitrine, un bruit sec, presque physique, le bruit de ma patience qui se brisait. Je me suis redressée. J'ai pris une gorgée de café froid pour me donner contenance. Puis j'ai dit « Si tu penses que je perds la tête, Clara, alors vas-y, fais ce que tu crois nécessaire. Mais souviens-toi d'une chose, j'ai travaillé 20 ans dans une étude notariale. Je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut prouver. » Elle m'a regardée avec un rictus. « C'est bien ça, le problème, Madeleine. Vous croyez tout savoir. Mais les temps ont changé. » Et elle est sortie, laissant derrière elle le parfum de vanille chimique qui m'écœurait depuis des semaines. Je suis restée là longtemps, debout, les mains tremblantes, le regard fixé sur la tasse vide. Puis j'ai ouvert le tiroir du buffet, celui où je rangeais autrefois les serviettes, et j'y ai glissé un petit carnet à spirale, vierge. Je l'ai posé sur la table. J'ai pris un stylo et j'ai écrit la première phrase. Aujourd'hui, 17 février. Ma belle-fille a prononcé le mot interdit. Je ne me tairai plus. Le soir, Thomas est rentré. Il avait cet air fatigué des hommes qui n'aiment pas les conflits. Je lui ai demandé calmement « Est-ce vrai que tu crois que je fais des erreurs ?» Il a soupiré, a détourné le regard. « Maman, tu sais, parfois, tu oublies des choses. » Et Clara s'inquiète. Elle veut juste t'aider. Me faire interdire, c'est m'aider. Il s'est levé brusquement. Tu exagères toujours. Personne ne veut ton mal. Mais il faut penser à l'avenir, à la gestion, au papier. Je l'ai regardé longuement. Ce n'était plus un fils qui me parlait, c'était un futur tuteur, un homme prêt à signer, sans lire. Et j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai sorti mes papiers, mes relevés, mes carnets,
tout ce que j'avais gardé en double depuis des années. Je les ai étalés sur la table du salon, page après page, et j'ai commencé à trier, à classer, à vérifier. Je savais qu'ils attendaient la moindre faille pour simplifier. Alors j'allais devenir inattaquable. Vers 4 heures du matin, j'ai relu la phrase que j'avais écrite plus tôt dans la journée. J'y ai ajouté « Ils veulent la tutelle. Moi, je veux la vérité. Et si pour la défendre je dois porter plainte, je le ferai. » Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Il m'a examiné, m'a posé 1000 questions, puis m'a dit « Vous êtes en parfaite santé mentale, Madeleine. Pourquoi cette angoisse soudaine ?» Je lui ai raconté la phrase. Il m'a regardé longtemps, avec une gravité bienveillante. « Vous devriez consigner tout cela. Et s'il continue, déposer une main courante. Vous savez, les procédures de tutelle abusives existent. La loi protège aussi les parents lucides. » J'ai souri. Oui, je savais. J'avais moi-même rédigé, autrefois, des actes de contestation pour des veuves qu'on voulait placer trop vite. Ce jour-là, j'ai repris rendez-vous avec Maître Giraud, notaire à Lyon, celui qui s'était occupé de la vente de ma maison. Il m'a accueilli avec respect. Je lui ai dit simplement « Maître, je crois que je vais devoir porter plainte contre ma belle-fille. » Il n'a pas eu de sursaut, pas d'étonnement. Il m'a seulement répondu « Alors nous allons le faire proprement. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, j'ai croisé le regard de Clara dans le couloir. Elle a souri, comme toujours. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je lui ai rendu son sourire. Froid, précis. Et j'ai pensé « Tu voulais me faire interdire. Tu vas me voir écrire ta plainte. » Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet et j'ai tracé une ligne rouge au centre de la page. De l'autre côté, j'ai écrit « Jour 1. La guerre des signatures commence. » Quand on me dit aujourd'hui que j'ai le sens de la loi, je souris amèrement. La loi, je ne l'ai pas apprise à l'université. Je l'ai apprise en aimant un homme, en élevant un fils, en pliant des factures et des certitudes pendant 40 ans. Avant d'être celle qui porte plainte, j'ai été celle qui excuse, qui arrange, qui simplifie. C'est drôle comme la patience des femmes finit toujours par devenir une compétence administrative. Je suis née à Roanne, dans une famille d'ouvriers. Mon père était menuisier, ma mère couturière. On m'avait appris à ne pas déranger. À 20 ans, je suis montée à Lyon. J'ai trouvé un poste de secrétaire dans une étude notariale du quartier de Bellecour. J'y ai découvert le monde des papiers, des cachets, des signatures qui décident des vies. C'est là que j'ai rencontré Lucien, mon futur mari. Il venait faire enregistrer un bail pour sa petite entreprise d'électricité. Il portait un costume mal repassé et un sourire timide. Le soir même, il m'avait invité à boire un café pour parler d'électricité et de papier carbone. Nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons eu un fils unique, Thomas. L'année suivante, Lucien travaillait dur. Moi aussi. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions cette fierté silencieuse de ceux qui font tout dans les règles. Chaque dépense notée, chaque quittance classée. Lucien disait toujours « L'ordre, c'est la dignité des pauvres ». Je n'ai jamais oublié cette phrase. Les années ont passé, douces et monotones. Thomas a grandi, studieux, gentil, un peu effacé. Il adorait son père, qui l'emmenait les dimanches au garage réparer de vieilles lampes. Moi, je notais tout dans mon cahier domestique. Les rendez-vous, les recettes, les dates d'anniversaire, les impôts, les rêves minuscules. Nous n'avions rien d'extraordinaire, mais nous étions à jour. Et à l'époque, c'était une forme de bonheur. Quand Lucien est tombé malade, j'avais 59 ans, un cancer des poumons, 3 ans de traitement, de nuit à l'hôpital, de papiers à signer, de chagrins organisés. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, sans jamais flancher. Le jour de son enterrement, Thomas m'avait serré très fort dans ses bras et m'avait murmuré « Je prendrai soin de toi, maman ». Je l'avais cru. Il s'est marié 2 ans plus tard, avec Clara, une jeune femme brillante, efficace, d'un charme sec et maîtrisé. Elle travaillait dans la gestion de patrimoine. Elle m'avait plu, au début, polie, souriante, toujours prête à rendre service.
Elle disait « Maman, trop vite ». Mais j'y ai vu un signe d'amour, pas de stratégie. Les premières années furent simples. Ils habitaient Lyon, moi à Saint-Just. Je voyais Thomas le dimanche, toujours un peu pressé. Clara s'occupait de tout. Les repas, les réservations, les cadeaux, les papiers. J'avais confiance. Peu, être trop. Puis vinrent les premières fissures, ces petits gestes anodins qui ne laissent pas encore de traces, mais qui annoncent tout. Une fois, en rangeant la table après un déjeuner, elle avait pris ma main pour me replacer une assiette. Non, Madeleine, le plat ne va pas ici. Chez nous, on fait autrement. Elle avait dit chez nous, pas chez toi. J'avais ri, gênée, mais au fond, quelque chose avait bougé. Après la mort de Lucien, j'ai commencé à me sentir de trop. Il venait me voir, par politesse, m'apportait des plats tout prêts pour t'éviter de cuisiner. J'avais encore ma maison, mes affaires, ma routine. Mais Clara insistait. Vous devriez venir vivre près de nous. C'est plus sûr. J'avais résisté au début. Je me disais que les vieux perdent plus que leur maison quand ils partent. Ils perdent leurs murs, leurs repères, leur mémoire. Mais un jour, après une mauvaise chute, j'ai cédé. Je ne voulais pas être un fardeau. Ils m'ont installé dans une chambre du rez-de-chaussée avec un joli papier peint et mes meubles préférés. Je me souviens du premier soir. Clara avait tout organisé, du dîner au rangement de mes vêtements. Elle m'avait dit, en m'embrassant sur la joue, « Vous verrez, ici, vous n'aurez plus rien à penser. » Et moi, j'avais répondu, « C'est bien ça qui m'inquiète. » Elle avait ri, sans comprendre. Les premiers mois furent supportables. Je m'efforçais d'être discrète. Je notais mes dépenses dans un petit cahier, je m'occupais du jardin, je faisais les lessives. Mais Clara était partout. Elle interceptait le facteur, rangeait les documents, payait les factures pour me soulager. Je voyais bien qu'elle s'installait, doucement, entre moi et mes papiers, et je laissais faire, persuadée que c'était de la gentillesse. Un soir, j'ai surpris une conversation entre elle et Thomas. Elle disait « Il faudrait commencer à s'organiser pour plus tard. Les procédures sont longues, tu sais. » Je n'avais pas compris tout de suite. Mais cette phrase-là, je l'ai notée dans mon carnet, à la date du 12 octobre. Et quand, quelques mois plus tard, elle m'a parlé de tutelle, pour mon bien, tout a pris sens. J'ai souvent repensé à Lucien pendant ces mois d'humiliation douce. Je me demandais ce qu'il aurait fait. Lui, s'il avait vu ce que devenait sa famille, je crois qu'il aurait eu la même colère muette que moi. Car il savait, comme moi, que le mépris le plus dangereux n'est pas celui qu'on crie, mais celui qu'on signe. Alors, ce matin-là, quand elle a prononcé cette phrase, « Si vous continuez à me parler comme ça, je vous ferai interdire », ce n'était pas une explosion soudaine, c'était simplement la goutte qui a révélé tout le poison déjà là. Et j'ai compris, à 70 ans, que j'allais devoir redevenir la secrétaire que j'avais été, rigoureuse, méthodique, implacable, mais cette fois, le dossier que je constituerai porterait mon nom. Quand on me dit aujourd'hui que j'ai le sens de la loi, je souris amèrement. La loi, je ne l'ai pas apprise à l'université. Je l'ai apprise en aimant un homme, en élevant un fils, en pliant des factures et des certitudes pendant 40 ans. Avant d'être celle qui porte plainte, j'ai été celle qui excuse, qui arrange, qui simplifie. C'est drôle comme la patience des femmes finit toujours par devenir une compétence administrative. Je suis née à Roanne, dans une famille d'ouvriers. Mon père était menuisier, ma mère couturière. On m'avait appris à ne pas déranger. À 20 ans, je suis montée à Lyon. J'ai trouvé un poste de secrétaire dans une étude notariale du quartier de Bellecour. J'y ai découvert le monde des papiers, des cachets, des signatures qui décident des vies. C'est là que j'ai rencontré Lucien, mon futur mari. Il venait faire enregistrer un bail pour sa petite entreprise d'électricité. Il portait un costume mal repassé et un sourire timide. Le soir même, il m'avait invité à boire un café pour parler d'électricité et de papier carbone. Nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons eu un fils unique, Thomas. L'année suivante, Lucien travaillait dur.
moi aussi. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions cette fierté silencieuse de ceux qui font tout dans les règles. Chaque dépense notée, chaque quittance classée. Lucien disait toujours « L'ordre, c'est la dignité des pauvres ». Attire. Mal étonnant, je n'ai jamais oublié cette phrase. Les années ont passé, douces et monotones. Thomas a grandi, studieux, gentil, un peu effacé. Il adorait son père, qui l'emmenait les dimanches au garage réparer de vieilles lampes. Moi, je notais tout dans mon cahier domestique. Les rendez-vous, les recettes, les dates d'anniversaire, les impôts, les rêves minuscules. Nous n'avions rien d'extraordinaire, mais nous étions à jour. Et à l'époque, c'était une forme de bonheur. Quand Lucien est tombé malade, j'avais 59 ans, un cancer des poumons, 3 ans de traitement, de nuits à l'hôpital, de papiers à signer, de chagrins organisés. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, sans jamais flancher. Le jour de son enterrement, Thomas m'avait serré très fort dans ses bras et m'avait murmuré « Je prendrai soin de toi, maman ». Je l'avais cru. Il s'est marié 2 ans plus tard, avec Clara, une jeune femme brillante, efficace, d'un charme sec et maîtrisé. Elle travaillait dans la gestion de patrimoine. Elle m'avait plu, au début, polie, souriante, toujours prête à rendre service. Elle disait « Maman trop vite », mais j'y ai vu un signe d'amour, pas de stratégie. Les premières années furent simples. Ils habitaient Lyon, moi à Saint-Just. Je voyais Thomas le dimanche, toujours un peu pressé. Clara s'occupait de tout, les repas, les réservations, les cadeaux, les papiers. J'avais confiance. Peu, être trop. Puis vinrent les premières fissures, ces petits gestes anodins qui ne laissent pas encore de traces, mais qui annoncent tout. Une fois, en rangeant la table après un déjeuner, elle avait pris ma main pour me replacer une assiette. « Non, Madeleine, le plat ne va pas ici. Chez nous, on fait autrement. » Elle avait dit « Chez nous, pas chez toi. » J'avais ri, gênée. Mais au fond, quelque chose avait bougé. Après la mort de Lucien, j'ai commencé à me sentir de trop. Il venait me voir par politesse, m'apportait des plats tout prêts pour t'éviter de cuisiner. J'avais encore ma maison, mes affaires, ma routine. Mais Clara insistait. « Vous devriez venir vivre près de nous. C'est plus sûr. » J'avais résisté au début. Je me disais que les vieux perdent plus que leur maison quand ils partent. Ils perdent leurs murs, leurs repères, leur mémoire. Mais un jour, après une mauvaise chute, j'ai cédé. Je ne voulais pas être un fardeau. Ils m'ont installé dans une chambre du rez-de-chaussée, avec un joli papier peint et mes meubles préférés. Je me souviens du premier soir. Clara avait tout organisé, du dîner au rangement de mes vêtements. Elle m'avait dit, en m'embrassant sur la joue, « Vous verrez, ici, vous n'aurez plus rien à penser. » Et moi, j'avais répondu, « C'est bien ça qui m'inquiète. » Elle avait ri, sans comprendre. Les premiers mois furent supportables. Je m'efforçais d'être discrète. Je notais mes dépenses dans un petit cahier. Je m'occupais du jardin. Je faisais les lessives. Mais Clara était partout. Elle interceptait le facteur, rangeait les documents, payait les factures, pour me soulager. Je voyais bien qu'elle s'installait, doucement, entre moi et mes papiers, et je laissais faire, persuadée que c'était de la gentillesse. Un soir, j'ai surpris une conversation entre elle et Thomas. Elle disait « Il faudrait commencer à s'organiser pour plus tard. Les procédures sont longues, tu sais. » Je n'avais pas compris tout de suite, mais cette phrase-là, je l'ai notée dans mon carnet, à la date du 12 octobre. Et quand, quelques mois plus tard, elle m'a parlé de tutelle pour mon bien, tout a pris sens. J'ai souvent repensé à Lucien pendant ces mois d'humiliation douce. Je me demandais ce qu'il aurait fait, lui, s'il avait vu ce que devenait sa famille. Je crois qu'il aurait eu la même colère muette que moi, car il savait, comme moi, que le mépris le plus dangereux n'est pas celui qu'on crie, mais celui qu'on signe. Alors, ce matin-là, quand elle a prononcé cette phrase,
Si vous continuez à me parler comme ça, je vous ferai interdire. Ce n'était pas une explosion soudaine. C'était simplement la goutte qui a révélé tout le poison déjà là. Et j'ai compris, à 70 ans, que j'allais devoir redevenir la secrétaire que j'avais été, rigoureuse, méthodique, implacable. Mais cette fois, le dossier que je constituerais porterait mon nom. Ce matin-là, la lumière était grise, comme une feuille de papier avant l'écriture. Je m'en souviens avec une précision étrange, parce que tout s'est joué sur un détail. Un tampon bleu, mal aligné, une signature qui n'était pas la mienne, et une phrase qui a suffi à faire tomber toute l'illusion de famille. La veille, Clara avait reçu une lettre de la banque. Elle l'avait ouverte, bien sûr, avant même de me la remettre. J'ai vu ses doigts trembler légèrement, ce qui, chez elle, équivalait à un aveu. Rien d'important, a-t-elle dit. Une mise à jour de compte. Mais je connais le poids d'une enveloppe, la texture d'un pli administratif. Je n'ai rien répondu. J'ai seulement noté la date dans mon carnet. 3 avril, courrier suspect. Le lendemain, j'ai attendu qu'il sorte faire les courses. J'ai fouillé, méthodiquement, sans honte. Sous un magazine, dans le tiroir du buffet, j'ai trouvé la lettre. Elle venait de ma banque à Saint-Just. Nous accusons réception de la procuration signée par Madame Madeleine Laurent au bénéfice de Madame Clara Lenoir. Veuillez noter que les pleins pouvoirs sont désormais accordés pour la gestion des comptes. Mon sang s'est glacé. Je l'ai relu 3 fois. Mon nom y figurait. Mais la signature, non. C'était une imitation, maladroite mais suffisante pour tromper un employé distrait. J'ai senti la colère monter, lente et froide, comme une marée. Pas la colère du cri, la colère du dossier. Quand ils sont rentrés, j'étais assise dans le salon, la lettre devant moi. Clara a posé ses sacs, surprise de me voir immobile. Quelque chose ne va pas? Je lui ai tendu le papier sans un mot. Elle a lu, puis, sans rougir, sans trembler, elle a dit « Oui, c'est pour t'aider, Madeleine. Tu m'as bien dit que tu ne voulais plus t'occuper de tout ça. Je ne t'ai jamais autorisé à signer à ma place. Oh, voyons, ne dramatise pas. On a fait ça avec Thomas. C'est plus sûr. C'est illégal. Tu ne vas quand même pas parler de loi, toi? À ton âge? » Cette phrase m'a brûlé comme une gifle. À ton âge, c'était le mépris à nu, sans vernis, sans tendresse hypocrite. Je me suis levée lentement. J'ai pris le papier. Je l'ai plié, glissé dans mon carnet rouge. Puis j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Très bien. Dans ce cas, je vais aller à la banque demain, et je leur dirai que je suis encore capable de signer de ma main, et non de la tienne. Elle a ri, un rire clair, nerveux. Tu crois qu'ils t'écouteront? Tu ne comprends pas, Madeleine. Les gens croient toujours les plus jeunes. Je les regardai droit dans les yeux. Alors, ils vont apprendre à croire les plus anciennes. Et je suis sortie. Le lendemain matin, j'étais devant la porte de l'agence avant même l'ouverture. J'avais mis ma veste en laine grise, mes lunettes, et j'avais pris soin d'emporter mon livret de famille, ma carte d'identité, mes relevés. La guichetière, une jeune femme polie, m'a fait asseoir. Je lui ai tendu la lettre. Elle a lu, puis a levé les yeux vers moi. « Vous n'avez jamais signé cette procuration? » « Jamais. Et je veux que vous vérifiez tout de suite. » Elle est partie quelques minutes. Quand elle est revenue, elle avait changé de ton. « Effectivement, la signature ne correspond pas. Nous allons bloquer le compte immédiatement. » Je l'ai remerciée, calmement. Elle a ajouté « Vous devriez aller déposer plainte. C'est une usurpation de signature. » Je lui ai répondu « Oui, et c'est aussi une trahison domestique. » En sortant de la banque, je suis allée directement chez Maître Giraud. Il m'a reçue sans rendez-vous, comme s'il m'attendait. Je lui ai posé la lettre sur la table. Il l'a lue attentivement, sans rien dire. Puis il a pris un stylo et a écrit sur un papier « Plainte pour falsification de signature et abus de confiance. » « Vous êtes décidé ?» m'a-t-il demandé. « Oui, maître. » Elle a signé pour moi. Et à mon âge, on ne signe plus pour les autres, on signe pour exister. Il a hoché la tête. « Très bien, je vous accompagnerai. »
2 jours plus tard, j'étais au commissariat du quartier, assise sur une chaise métallique, un dossier sur les genoux. Le jeune officier m'a demandé d'une voix un peu trop douce: « C'est bien vous, Madame Laurent, qui souhaitez déposer plainte contre votre belle-fille ?» J'ai répondu sans hésiter: « Oui. » Parce qu'à force de se taire, on finit par devenir complice. Il a noté, lentement. J'ai signé le procès-verbal, avec ma propre main, tremblante mais ferme. Et en sortant, j'ai ressenti un mélange étrange. De la tristesse, bien sûr, mais surtout une clarté nouvelle. Je venais de retrouver ma main, ma signature, ma souveraineté. Le soir, Thomas m'a appelé. Sa voix était tendue. « Clara m'a dit que tu étais allée à la police. C'est vrai ? » « Oui. »« Maman, tu ne peux pas faire ça. Tu exagères. Elle voulait juste t'aider. Elle a falsifié ma signature, Thomas. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. » Il a soupiré, las. « Tu vas détruire la famille. » J'ai répondu calmement. « Non, Thomas. Elle l'a déjà détruite. Moi, je ne fais que l'écrire noir sur blanc. » Cette nuit-là, j'ai relu ma plainte, ligne après ligne, et j'ai ajouté sur la dernière page du carnet: « Il pensait que j'étais fragile. Mais une femme qui a passé sa vie à classer les papiers sait exactement où ranger la colère. » Cette nuit-là, après avoir déposé plainte, je n'ai pas fermé l'œil. La maison était plongée dans un silence lourd, presque étranger. Je sentais encore l'odeur de papier et d'encre du commissariat sur mes doigts. C'est drôle. L'encre de la justice n'a pas la même odeur que celle de la vie ordinaire. Elle colle un peu, elle reste, comme si elle voulait s'imprimer sur la peau. Je me suis assise au bord du lit, le carnet rouge sur les genoux. La lampe diffusait une lumière jaune, trop douce pour ce que je ressentais. J'ai ouvert à la page du jour et j'ai relu mes notes. 3 avril, procuration falsifiée, plainte déposée. Juste en dessous, j'ai ajouté: « Je ne me bats pas pour l'argent, je me bats pour le droit d'exister sans permission. » J'ai pensé à Lucien, à son regard calme derrière ses lunettes. Lui aussi, il aurait voulu que je tienne bon. Je me suis revue, jeune, derrière le bureau du notaire, à classer les actes de vente, les testaments, les contrats de mariage. À l'époque, j'admirais ces femmes âgées qui venaient défendre leur héritage seules, sans avocat, sans mari. Je me disais: quelle force il faut pour se battre à cet âge. Et maintenant, c'était moi, à 70 ans, debout contre ma propre belle-fille. Vers 4 heures du matin, je suis allée à la fenêtre. La rue dormait. La pluie fine tombait sur les pavés du jardin. Je me suis demandé quand tout cela avait vraiment commencé, le moment exact où j'avais cessé d'être la mère et commencé à devenir le fardeau. Je crois que c'est le jour où j'ai arrêté de servir le café, le jour où ils ont pris la cafetière en main comme s'ils prenaient le contrôle du matin lui-même. Les humiliations ne m'avaient pas détruite, non, elles m'avaient instruite, elles m'avaient rendue méthodique, silencieuse, attentive. Et cette lucidité, je la sentais maintenant me traverser tout entière. Une clarté presque physique, une lumière froide qui m'interdisait de pleurer. Au petit matin, j'ai pris un bain. Dans la vapeur, j'ai regardé mes bras ridés, mes mains marquées d'encre et de vaisselle. J'ai pensé: c'est avec ces mains que j'ai élevé Thomas, que j'ai tenu la maison, signé les chèques, soigné Lucien. Et c'est pour ces mains qu'on veut aujourd'hui m'interdire. J'ai souri, amère. Non, ces mains-là n'allaient pas se laisser confisquer. Les jours suivants, j'ai organisé ma défense avec la rigueur d'une comptable du destin. Chaque soir, j'appelais un service différent: la banque, l'assurance, le centre d'impôt. Je demandais des copies, des attestations, des extraits. Je rangeais tout dans une chemise grise, étiquetée Clara, dossier vérité. Sur la couverture, j'ai noté à la main: à ne pas brûler, à transmettre au notaire si je meurs avant la fin. Cette phrase m'a fait rire, seule, nerveusement, mais elle m'a redonné de la force. Un après-midi, je suis retournée voir mon médecin, le docteur Vial. Je lui ai dit: je veux un certificat médical qui atteste que je suis lucide. Pas pour moi, pour eux. Il a souri.
Vous êtes la patiente la plus lucide que j'ai. Je vous ferai ce papier. Il a tapé quelques lignes sur son ordinateur, imprimé, signé, tamponné. Quand il me l'a tendu, j'ai ressenti une émotion étrange comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait redonné mon propre nom. Je l'ai glissé dans mon dossier. À côté, j'ai ajouté un post-it jaune. Preuve de lucidité. Pièce maîtresse. Le soir, j'ai reçu un message de Thomas. Maman, s'il te plaît, arrête. Tu vas trop loin. Clara est bouleversée. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement relu ces mots trop loin. C'est ce qu'on dit toujours aux femmes quand elles commencent enfin à marcher vers elles-mêmes. Les nuits ont continué à être blanches, mais ce n'était plus de la peur. C'était une forme d'éveil. Je lisais, j'écrivais, je rassemblais, je découvrais en moi une énergie que je croyais éteinte. La peur d'autrefois s'était transformée en discipline. Dans mon carnet, j'ai écrit « Il pense que je suis seule ». Mais la solitude, quand elle est claire, devient un bureau. Je savais que la procédure serait longue, mais je n'étais plus la vieille femme effacée qui signait sans lire. Je devenais celle qui lit avant de signer. Et cette simple inversion, ce petit déplacement, suffisait à tout changer. Le jour suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Giraud pour rédiger un Nouveau Testament, non pas pour punir, pour remettre les choses à leur juste place. J'ai décidé que ma maison irait à une association d'aide aux femmes âgées victimes de tutelle abusive. Je voulais que ma dernière signature serve à d'autres. Quand je suis sortie du cabinet, le vent s'est levé dans les rues de Lyon. Je me suis arrêtée sur le pont Wilson, regardant le Rhône s'agiter sous la lumière. Et j'ai pensé, la justice n'est pas une épée, c'est une rame. On avance avec elle, lentement, contre le courant. J'ai souri, calmement. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis des années, j'étais du bon côté de ma propre histoire. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que tout a changé de couleur. Jusque-là, la peur guidait chacun de mes gestes. Désormais, c'était la stratégie. Je n'étais plus l'invitée dans leur maison, mais une femme en mission méthodique, silencieuse, presque administrative. Clara croyait m'avoir réduite au silence. Elle ne comprenait pas que je venais de retrouver ma voix dans les documents. Je me suis d'abord attaquée à ce qui pouvait être confisqué, l'argent. Un lundi matin, j'ai pris le premier tram pour le centre-ville et je suis entrée dans une petite agence d'une autre banque. Là, j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seul, avec une carte, un relevé et un coffre. La conseillère, une femme de mon âge, m'a souri. « Vous voulez sécuriser vos économies ?» Je lui ai répondu simplement « Non, madame, je veux sécuriser ma dignité. » Elle n'a rien demandé de plus. Je crois qu'elle a compris. Le lendemain, j'ai commencé le tri méthodique. Dans ma chambre, j'ai vidé l'armoire, les tiroirs, les boîtes à couture, tout ce qui avait une valeur bijou, documents, photos, lettres, a été emballé, classé, numéroté. Chaque enveloppe portait une étiquette écrite à la main. Avant Clara, pendant Clara, après Clara. Je rangeais, je scellais, je documentais. C'était ma façon à moi de respirer. Le soir, j'entendais leur rire à l'étage, le murmure de leur conversation où, parfois, mon prénom apparaissait comme un soupir. Je souriais dans l'ombre, qu'ils rient. Je les laisserais parler, pendant que moi, j'écrivais l'histoire officielle. Quelques jours plus tard, je suis allée revoir Maître Giraud. Nous nous sommes installés dans son bureau, au rideau de velours bordeaux. Il a posé ses lunettes sur le bout du nez, le regard attentif. « Vous êtes prête à formaliser votre défense ?»« Plus que prête, maître. Nous avons passé 2 heures à tout revoir. La plainte, les courriers, les relevés bancaires, les captures de messages. Chaque pièce était datée, numérotée, reliée. À la fin, il m'a regardé avec un léger sourire. « Vous auriez fait une excellente juriste. Trop tard, maître. Mais pas trop tard pour être une vieille femme exacte. » Nous avons préparé ensemble un dossier scellé, à remettre au tribunal si nécessaire. Il m'a promis de le conserver en lieu sûr. Je suis sortie légère, presque joyeuse. Pour la première fois,
Ce n'était plus eux qui détenaient mes papiers. C'était moi. À la maison, j'ai joué le jeu. J'étais redevenue douce, lente, un peu confuse, comme il me voulait. Je les laissais croire que la plainte n'avait été qu'un accès de panique. Clara m'offrait des tasses de thé, me parlait d'apaisement. Je lui répondais d'un ton calme. Tu as raison, ma chérie. Tout est rentré dans l'ordre. Et le soir, dès qu'il montait se coucher, j'ajoutais dans mon carnet. L'ordre n'est qu'une illusion utile. Pendant qu'il dorme, je reconstruis ma vérité. J'ai aussi pris soin de préparer la suite. Je savais qu'il voulait me mettre sous tutelle. Alors j'ai rencontré, en secret, le docteur Vial et un expert psychologue judiciaire qui m'ont tous deux délivré des certificats de lucidité. Je les ai classés dans une chemise bleue intitulée Santé mentale, pièces contradictoires. Je savais qu'un jour on me demanderait Madame, êtes-vous sûre de vous? Et je pourrais simplement ouvrir la chemise et répondre Oui, voici la preuve. À mesure que le dossier s'épaississait, quelque chose se calmait en moi. La colère se dissolvait dans l'exactitude. Chaque photocopie, chaque paraphe devenait un pas de plus vers ma libération. Je dormais mieux, je respirais mieux, et plus le piège de Clara se refermait, plus je sentais que le mien prenait forme un piège légal, silencieux, parfaitement propre. Un soir, je les ai entendus parler dans le salon. Thomas disait d'une voix lasse « Elle ne fait plus rien, Clara. Laisse-la tranquille. » Et Clara, plus sèche « Tu ne comprends pas, Thomas. Une vieille femme qui se tait, c'est pire qu'une vieille femme qui pleure. » Elle avait raison. Je souriais derrière la porte. Elle commençait à avoir peur. Le dernier acte de ma préparation fut le testament. Je l'ai rédigé moi-même, en présence de Maître Giraud. Ma voix tremblait un peu quand j'ai dicté. Je lègue mes biens à la Fondation Sainte-Claire pour l'aide aux femmes sous pression familiale. Mon fils Thomas héritera de mes souvenirs, pas de mes murs. Ma belle-fille Clara héritera de mon silence, car c'est tout ce qu'elle m'a appris. Maître Giraud m'a regardé, ému. Vous êtes sûr? Absolument. Je veux que chaque mot soit une porte qu'elle ne pourra plus ouvrir. Il a souri. Alors je vais les sceller pour vous. Quand je suis sortie du cabinet, la lumière de la fin d'après-midi baignait les façades blondes de Lyon. Je me suis arrêtée au bord du quai. Le Rhône roulait doucement, comme une signature en mouvement. Et j'ai pensé, la vengeance la plus juste, c'est celle qui porte un cachet notarial. Chez eux, tout paraissait paisible. Clara croyait avoir regagné ma confiance. Elle m'apportait le courrier ouverte, parlait de « tourner la page ». Mais moi, chaque soir, je relisais mes preuves. Je n'attendais plus qu'une chose, qu'elle fasse un pas de trop. Et ce pas, je savais qu'elle le ferait. Toujours, les menteurs rejouent la même scène. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Je suis prête, ai-je écrit dans le carnet, ce soir-là. Tout est en place. Quand le piège se refermera, je n'aurai même pas besoin de parler. Ce fut un mardi, un jour d'une banalité parfaite, comme tous les jours où l'on pense que rien ne peut arriver. Clara avait préparé un déjeuner trop copieux, trop aimable. Je me suis assise. J'ai senti qu'elle guettait mes gestes, mes silences. Elle parlait beaucoup trop de simplification, de nouvelles dispositions patrimoniales. Ces mots glissaient sur moi comme de l'eau froide. Je savais. L'après-midi, elle a reçu un appel. J'ai reconnu le ton mielleux qu'elle prenait avec les interlocuteurs administratifs. Elle parlait à voix basse, dans le salon, croyant que je ne l'entendais pas. Oui, c'est bien ça, la maison de Saint-Just. Oui, ma belle-mère n'y vit plus. Vous pouvez préparer le compromis de vente. Un silence. Puis, oui, j'ai la procuration. Tout est en ordre. Je me suis levée, lentement, le cœur calme. Tout était en ordre, en effet, mais pas celui qu'elle imaginait. Le lendemain, elle est partie tôt pour régler des papiers en ville. Je l'ai laissé faire. À 10 heures précises, j'étais déjà chez Maître Giraud, qui m'avait prévenu la veille. Votre belle-fille a pris rendez-vous chez moi. Elle veut vendre votre bien. Et vous? Il avait souri. Moi, je l'attends. Avec le dossier complet.
Je me suis assise dans son bureau, à côté de la fenêtre. Les rideaux frémissaient, l'air sentait la cire et le café froid. Il m'a tendu une chemise cartonnée, épaisse. Tous vos documents sont ici. Votre plainte, les certificats médicaux, la révocation officielle de toute procuration, votre Nouveau Testament. Je l'ai tenu entre mes mains, comme une arme faite de papier. À 11 heures, Clara est entrée, parfumée, sûre d'elle, sourire professionnel. Elle a sursauté en me voyant. « Oh, vous êtes là? Je ne savais pas que… » Maître Giraud l'a coupé. « Justement, madame, c'est préférable. Ainsi, les choses seront claires. » Il a ouvert le dossier, sorti les feuilles une à une. Voici la plainte déposée pour falsification de signature. Voici la révocation enregistrée. Voici le certificat médical attestant de la parfaite lucidité de Madame Laurent. Et voici la copie de son testament, établi ici même il y a 10 jours. Clara pâlissait. Ses doigts serraient son sac à main comme une bouée. Elle a balbutié. Mais j'ai la procuration. Maître Giraud a levé les yeux, calme. Non, madame. Vous aviez une fausse procuration. Et elle figure maintenant dans une procédure pénale en cours. Le silence s'est abattu sur la pièce. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas un mot. Je n'avais plus rien à dire, tout avait été écrit, daté, signé. Elle, en revanche, tremblait. Madeleine, c'est un malentendu. Je voulais juste… Je l'ai interrompu doucement. Aider? Oui, je sais. C'est toujours pour aider qu'on vole les clés et les noms. Allah. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle retenait par orgueil. Thomas, averti par téléphone, est arrivé peu après. Il avait ce visage décomposé des hommes pris entre deux vérités. Maître Giraud lui a tendu les papiers. Votre mère est saine d'esprit, monsieur, et propriétaire légitime de tous ses biens. Vous devriez remercier la loi. Elle vient de vous empêcher de commettre l'irréparable. Thomas n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête, les épaules affaissées. Clara, elle, s'est levée brusquement, la voix tremblante. Je n'ai rien fait de mal. Tout ça, c'est une manipulation. Je l'ai regardée, sans colère, et j'ai répondu « Non, Clara, c'est une relecture. Tu voulais écrire mon histoire à ma place. Je viens d'en reprendre la plume. » Elle est sortie du bureau sans un mot, ses talons claquant comme des coups de marteau sur le parquet. Thomas m'a regardé longuement. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Je lui ai posé la main sur l'avant-bras. Ne dis rien. On ne parle pas quand la vérité vient d'être lue. Maître Giraud a refermé la chemise, l'a scellée d'un ruban bleu. Tout est clos, Madame Laurent. Vous êtes protégée. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient un peu, mais je me sentais étrangement légère, comme si, pour la première fois depuis des années, l'air circulait enfin autour de moi. Dehors, le ciel était clair. Je me suis arrêtée un instant sur les marches du cabinet. Le vent soulevait mon foulard. La ville bruissait. Je n'avais pas gagné un procès. Non, j'avais récupéré mon nom, ma signature, ma place, et c'était plus qu'une victoire. C'était une délivrance. En rentrant chez eux, Clara avait déjà vidé ses affaires. La chambre d'amis était rangée, comme après un déménagement furtif. Sur la table, un mot griffonné. Je suis désolée si j'ai mal agi. J'ai voulu protéger. Je l'ai plié, glissé dans le dossier gris, et j'ai murmuré pour moi-même. Protéger, c'est ne jamais effacer l'autre. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai ouvert le carnet rouge une dernière fois. Sur la dernière page, j'ai écrit « Le piège s'est refermé », mais pas sur moi. Je l'ai refermé, calmement, puis j'ai ajouté une note au crayon. Demain, je chercherai un autre endroit pour vivre. Ici, tout sent la poussière morale. Les jours qui ont suivi furent étrangement paisibles. Pas un cri, pas un mot plus haut que l'autre, juste une lente décomposition, comme celle d'un fruit qui noircit sans qu'on s'en rende compte. Clara avait quitté la maison en prétendant faire une pause. Thomas, lui, errait d'une pièce à l'autre comme un homme qui ne sait plus où poser sa honte. Et moi,
Au milieu de tout cela, j'étais redevenue invisible, mais cette fois, invisible par choix. La première semaine, le téléphone n'a pas sonné. Les voisins évitaient de croiser mon regard. Je savais que la rumeur avait déjà circulé. La vieille a porté plainte contre sa belle-fille. Dans les petites rues de Lyon, la justice d'une femme âgée fait plus de bruit qu'un scandale conjugal. Mais je n'en avais cure, car pour la première fois depuis des années, je dormais d'un sommeil intact. Je me levais tôt, je faisais chauffer du café, j'arrosais les plantes. Le silence de la maison n'était plus hostile. Il avait changé de nature. Il m'appartenait. Thomas tentait, maladroitement, de reprendre contact. Un matin, il est descendu avec 2 tasses à la main. « Tu veux du café, maman ?» J'ai accepté, sans un mot. Nous avons bu ensemble, dans le même silence que jadis, mais sans la même complicité. Puis il a dit « Elle dit que tu l'as humiliée, que tu voulais te venger. » J'ai haussé les épaules. « Ce n'est pas une vengeance, Thomas. C'est une correction d'erreur. » Il a baissé la tête. Je crois qu'il a compris, à cet instant, que j'étais allée jusqu'au bout et qu'il n'y aurait pas de retour possible à avant. Clara n'a plus remis les pieds dans la maison. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait quitté Lyon. Une amie commune m'a dit qu'elle avait trouvé un poste à Annecy, dans une autre société de gestion. Cela m'a fait sourire. Elle recommençait ailleurs, avec d'autres dossiers, d'autres victimes peut-être. Mais cette fois, j'avais laissé une trace. Ma plainte, ma déposition, mon nom dans les registres. Elle ne pourrait plus dire qu'elle ne savait pas. Thomas, lui, a commencé à dépérir doucement. Il n'était ni coupable ni innocent, juste un homme trop mou pour choisir un camp. Un soir, il est venu frapper à ma porte. Je lisais, dans mon lit, le vieux code civil que j'avais gardé de mes années de secrétariat. Il s'est assis au bord du lit. « Maman, je crois que je vais vendre la maison. Trop de choses, trop de souvenirs. » J'ai fermé le livre. « Fais ce que tu veux, Thomas. Mais rappelle-toi, un toit ne vaut rien si ceux qui y vivent oublient la droiture. » Il n'a rien répondu. Il m'a embrassé sur le front, comme on salue une tombe qu'on respecte sans l'aimer. Puis le silence s'est installé pour de bon. Il est parti, quelques semaines plus tard, vivre en location provisoirement. Je suis restée seule dans la maison, avec mes papiers, mes fleurs, mes carnets, mais ce n'était pas une solitude triste. C'était une solitude choisie, légale, apaisée. Je vivais au rythme lent des vieilles pendules. Chaque tic-tac résonnait comme une phrase. « Tu as tenu. » Un matin, j'ai reçu une lettre du parquet. L'enquête était close. L'affaire classée sans suite faute de préjudice matériel, mais avec un blâme administratif pour Clara. Une phrase m'a fait sourire. Les faits établissent une atteinte manifeste à la volonté de Madame Laurent, sans preuve d'intention frauduleuse directe. C'était la formule élégante pour dire « Elle a menti, mais pas assez fort pour aller en prison. » Et cela me suffisait, parce qu'il y a une justice plus subtile que celle des tribunaux, celle de la réputation. Au fil des semaines, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes que je ne connaissais pas. Elles avaient lu dans le journal local un article sur la septuagénaire ayant dénoncé une tutelle déguisée. Elles m'écrivaient des mots simples. « Merci, vous avez fait ce que nous n'avons pas osé faire. Votre courage me donne envie de rouvrir mes comptes. » Je répondais parfois d'une écriture lente. « Ce n'est pas du courage, c'est de la mémoire de ce que nous valons. » Mais il y eut aussi les blessures invisibles, le vide des repas de famille, les anniversaires oubliés. Thomas m'appelait rarement. Je savais qu'il m'en voulait encore, mais d'une manière confuse, pas pour la plainte, mais pour ce qu'elle révélait de lui-même. J'avais déchiré la façade de son couple, et derrière, il n'y avait rien. Un soir, j'ai regardé une photo de lui petit, sur la plage de hier, un cerf-volant à la main. J'ai murmuré « Tu avais déjà peur du vent, mon fils. Et moi, je voulais seulement t'apprendre à le regarder en face. » À mesure que l'été approchait, je sentais qu'il me fallait partir. Cette maison, avec ses murs témoins, ne m'appartenait plus vraiment. Elle avait été le théâtre, pas la guérison.
J'ai donc écrit une lettre à maître Giraud. Je souhaite vendre ma propriété et trouver un lieu plus calme. Peut être Arcachon ou la montagne, un endroit où le silence ne ressemblera plus à la peur. Il m'a rappelé le lendemain. Je connais une petite maison près du bassin, simple, lumineuse. Je vous y verrai bien, Madeleine. Et j'ai répondu, alors, c'est là que je finirai mon dossier de vie. Le jour du départ, j'ai fermé les volets un à un. Sur la table, j'ai laissé un mot. Pour Thomas. Je pars, mais je ne fuis pas. Je laisse derrière moi la poussière de ce qui aurait pu être une famille. Prends soin de toi, ta mère, Madeleine. Puis j'ai pris le train, sans me retourner. Dans ma valise, mon carnet rouge, mon dossier gris, et la certitude tranquille que le silence que j'allais retrouver serait enfin le mien. Je suis arrivée à Arcachon par un matin de septembre. Le train traversait des pinèdes encore gorgées de sel, et, par les vitres, la lumière avait cette douceur d'après-orage qui rend tout laver, recommencer. Je me souviens du moment précis où j'ai posé le pied sur le quai. Il y avait cette odeur de mer et de bois mouillé, une odeur d'enfance, celle que Lucien aimait quand nous venions ici, jadis, pour respirer entre deux hivers trop lourds. La petite maison que m'avait trouvée maître Giraud était simple, presque nue. 2 pièces, des volets bleus, un petit jardin planté de romarin et de laurier. Le propriétaire, un vieux marin retraité, m'a tendu la clé en disant « Ici, Madame Laurent, on entend la mer mieux qu'on ne la voit. » J'ai souri. Oui, cela me suffisait. Je n'avais plus besoin de spectacle. J'avais besoin de respiration. Les premiers jours furent étranges, presque trop calmes. Je me levais tôt, préparais mon café, ouvrais les volets. Le vent s'engouffrait, portant avec lui le cri des mouettes. Je faisais lentement le tour du jardin, notant les choses à réparer. Un volet bancal, une ampoule grillée, une haie trop dense. Chaque geste pratique me ramenait au présent. Et dans ce présent, il n'y avait plus ni Clara, ni Thomas, ni maison pleine de soupçons. Il n'y avait que moi et la mer, invisible mais certaine. Le soir, j'écrivais dans mon carnet rouge devenu maintenant le carnet bleu, celui de la Renaissance. La première phrase que j'y ai inscrite, je n'ai pas gagné contre eux. J'ai gagné contre la peur. Peu à peu, j'ai commencé à parler aux gens. La boulangère, toujours pressée mais douce. Un pêcheur, Étienne, le même prénom que mon mari qui m'apportait du poisson frais et me racontait les marées. Et surtout Hélène, une voisine veuve, ancienne institutrice, qui venait arroser mes fleurs et déposer des journaux devant ma porte. Un soir, elle m'a invitée à dîner. Elle m'a écouté longuement, sans interrompre. Puis elle m'a dit, d'une voix basse, « Vous savez, Madeleine, il y a des femmes qu'on croit faibles parce qu'elles parlent doucement, mais c'est juste qu'elles choisissent leurs mots comme on choisit ses armes. » Je l'ai regardée, émue. Elle avait raison. J'avais choisi mes mots comme on trace une frontière. Je passais mes matinées à marcher le long du bassin. L'eau montait et descendait comme une respiration tranquille. Je m'asseyais sur le banc en bois, face au large, et j'observais la lumière changer. Chaque marée semblait me dire « Rien ne reste figé. » Souvent, je pensais à Thomas, je me demandais s'il dormait bien, s'il avait refait sa vie. Je n'avais pas de rancune, seulement une forme de fatigue douce, comme après une tempête. Un jour, j'ai reçu une lettre de lui. L'enveloppe portait son écriture hésitante. « Maman, je suis venue à la maison. Tout est vide. » J'ai compris, trop tard. Je voulais te dire pardon, pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je n'ai pas vu. Je l'ai lu plusieurs fois, puis je l'ai rangé dans le carnet bleu, entre 2 pages. J'ai murmuré. C'est déjà beaucoup, mon fils. Voire, c'est déjà se racheter un peu. L'automne a passé. J'ai retrouvé des gestes anciens. Faire mijoter une soupe, tricoter, lire, sans regarder l'heure. Je n'attendais plus personne. Et c'était peu, être ça, la liberté. Ne plus attendre d'être vu. Un matin, je suis allée au marché. La pluie fine tombait sur les étals de poissons. Le poissonnier m'a reconnue.
Vous êtes la dame du notaire de Lyon, non? Celle qui a fait plier sa belle-fille? J'ai ri doucement. Non, monsieur. Je suis la dame qui a repris sa signature. Il a haussé les sourcils, intrigué, mais il a compris. Et il m'a glissé un morceau de bar gratuit dans mon panier. Les victoires morales, parfois, ont le goût discret du poisson du matin. Chaque soir, j'écrivais encore, comme un rituel. Je notais les couleurs du ciel, le nombre de pas faits, les conversations avec Hélène. Et surtout, je notais ce que je ne ressentais plus. Je n'ai plus peur de vieillir. Vieillir, c'est juste savoir que le temps est enfin de ton côté. L'hiver est arrivé. Un soir, Hélène m'a proposé de passer Noël chez elle. Il y avait 3 autres femmes, toutes veuves, toutes lucides. Nous avons ri en buvant du vin chaud. À minuit, elle m'a demandé « Si tu pouvais changer une chose de ta vie, ce serait quoi ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Rien, parce qu'il fallait que je sois trahie pour comprendre que le silence peut défendre. Elles ont hoché la tête, émues. Nous étions une assemblée invisible de survivantes discrètes, mais redoutables. Quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. J'ai reconstruit ma maison sans mur, faite de papier, de mer et de mémoire. J'ai éteint la lampe. Le bruit de la marée montante emplissait la pièce. Je me suis dit que, désormais, je pouvais vieillir sans témoin, mais pas sans dignité. Et que, parfois, la plus belle revanche, c'est d'être encore debout quand tout le monde a changé de place. Ce matin-là, la mer était d'un gris calme, presque immobile, comme si elle hésitait à respirer. J'avais ouvert les volets très tôt, avant même que le jour ne soit complet. L'air sentait le sel et le linge propre. J'ai préparé mon café, lentement, sans bruit, puis je me suis installée à la table, face à la fenêtre. Le carnet bleu m'attendait là, fermé, patient, comme un vieil ami. Je savais qu'il ne restait qu'une seule page blanche, la dernière. Je l'ai ouverte, j'ai pris mon stylo. J'ai laissé ma main trembler un peu, pas de fatigue, mais d'émotion. Je ne voulais pas écrire un bilan. Je voulais laisser une trace, une parole que personne ne puisse détourner. On dit que la vieillesse est une perte. Je dis que c'est une précision. On voit plus clair quand on n'a plus besoin de plaire. J'ai aimé, j'ai servi. J'ai cru qu'être gentille suffisait à être respectée. Je me suis trompée. Ce n'est pas la gentillesse qu'on respecte, c'est la clarté. Et la clarté, je l'ai trouvée dans les papiers, les preuves, les silences. J'ai marqué une pause, écoutant le vent frapper les volets. Chaque mot, je le pesais comme une pierre posée sur une tombe, celle de ma naïveté. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La marée montait lentement. L'eau se rapprochait du jardin, brillante, grise et vivante. Je me suis dit que c'était comme la justice, longue à venir, mais inévitable. On peut la retarder, on ne peut pas la noyer. Sur la table, la vapeur du café formait un halo autour de ma tasse. J'ai repris le stylo, et j'ai continué. J'ai porté plainte contre ma belle-fille, et beaucoup m'ont jugé. Mais la plainte, ce n'était pas contre elle. C'était contre tout ce qui, dans nos vies de femmes, nous a appris à nous taire. À 70 ans, j'ai signé mon nom pour la première fois, non pas en tant que mère, ni épouse, ni victime, mais en tant que personne entière. Je me suis souvenue du commissariat, du regard de l'agent ce jour-là. Il m'avait dit « Vous êtes courageuse, madame », et j'avais répondu « Non, je suis logique », parce que finalement, c'était bien ça, la logique de la dignité. Rien d'héroïque, juste une mise à jour morale. Vers midi, Hélène est passée. Elle a frappé doucement à la porte, apportant des biscuits encore tièdes. « Tu écris encore ?» m'a-t-elle demandé. « Je termine. »« Tu termines quoi ?»« Ce qu'on ne m'a jamais laissé commencer. » Ma version. Elle a souri, m'a serré la main, puis elle est partie sans un mot de plus. Le genre d'amitié discrète qu'on ne commente pas. L'après-midi, la lumière a changé. Un rayon de soleil a traversé la pièce, s'est posé sur la couverture du carnet. J'y ai vu comme un signe non pas du ciel, mais du temps, la permission de fermer le dossier. Alors j'ai écrit,
lentement, d'une écriture droite, presque solennelle. Je n'ai pas vaincu, j'ai réparé. Et dans cette réparation, j'ai retrouvé la paix. Je me suis arrêtée, puis j'ai ajouté, tout en bas, comme une signature, la phrase que je portais depuis des mois, celle qui m'avait accompagnée dans les nuits blanches, les démarches, les humiliations, l'épreuve. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je suis restée là longtemps, à regarder l'encre sécher. Les lettres noires brillaient doucement sous la lumière du jour. Je me suis sentie complète, apaisée, présente à moi-même. Je n'étais plus la femme qu'on avait voulu interdire. J'étais la femme qui s'était réautorisée. J'ai refermé le carnet. Je l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau, à côté de la lettre de Thomas et du dossier scellé de Maître Giraud. Puis j'ai ouvert la fenêtre en grand. Le vent a empli la maison d'air frais et de sel. Dehors, les vagues se brisaient doucement contre les pierres du port. Un enfant riait quelque part, loin, et moi, à 70 ans passés, je me suis surprise à sourire aussi. Pas le sourire d'avant, pas celui qu'on offre pour plaire. Un sourire simple, solide, celui qu'on adresse à sa propre vie quand on sait qu'elle a enfin un sens. J'ai murmuré, pour moi seule, presque comme une prière. J'ai été trahie, oui, mais j'ai appris à me signer, pas à me soumettre. Et dans ce silence revenu, léger, presque sacré, j'ai compris que la justice n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle avait juste besoin d'être tenue, patiemment, comme on tient un fil, le fil de sa propre voix retrouvée. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai regardé la mer une dernière fois. La lune dessinait sur l'eau une ligne claire, droite, comme un trait de stylo sur une page parfaite. Et j'ai pensé, c'est ma signature, désormais. Puis j'ai soufflé la bougie, sans trembler. Le silence s'est installé, profond, juste, exact. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus un vide. Il était ma victoire.